Dans son dernier essai paru en 2019, Chloé Delhomme écrit de chez les Chieuses, de chez les ex-bonasses, pour nous annoncer une nouvelle réjouissante. Grâce au féminisme 2.0, celui des réseaux sociaux, serait né un féminisme frontal, une puissance effective et une alternative nouvelle génération. Si Simone de Beauvoir mettait tous ses espoirs dans le pouvoir de la littérature, elle qui, dans le deuxième sexe, estime que la catégorie de l'autre se construit d'abord par une cartographie inégalitaire de l'espace littéraire, cette révolution serait en fait l'apanage des écrans. Je suis de ceux qui pensent que cette hypothèse qui substitue à la vertu troublante de l'écriture les bienfaits instructifs des messages téléphonés et à l'informe cosmique féminin la plate-bande de l'information est une bévue, parce qu'elle est directement contredite par le travail de quelques autrices, auteurs et auteurisses contemporains qui, depuis une vingtaine d'années, œuvrent dans l'ombre, mais plus efficacement, audacieusement, pour repenser la place de la femme et l'œil qu'on porte sur elle. Les artistes que nous allons évoquer performent magnifiquement ce désir d'Hélène Cixous qui, en 1975, dans Le Rire de la Méduse, souhaitait que la femme s'écrive et que son encre blanche, encre voilée et lactée, encre jaillissant du sein maternel, se taille un pénis noir de papier, je la cite. Dans ces textes qui incarnent, comme le formule Cixous, l'indomptable corps poétique féminin, celui qui étoile, qui s'étoile, royaume de l'impensé et de la dialectique inépuisable, royaume des ni tous des porcs, ni toutes des putes, comme le formule l'actrice Brigitte Lahaie, monde des merveilleuses femmes phalliques que fantasme Fabrice Lucchini. Bienvenue pour cet anniversaire dans la 30e émission d'Ancralogène consacrée à ces féministes de l'ombre. Une émission produite par Alain Dufaret, présentée par Jacques-Emmanuel Mirlisa. Elle parle vérité. 30e anniversaire. Encre halogène. Trinquons à cet anniversaire, chers intellectuels, merci d'être là. Merci d'être là, merci au public qui nous accompagne ce soir. Le public qui va intervenir à de nombreuses reprises, nous allons les faire participer, mais les intellectuels en priorité, bien entendu. Alain Dufaret, vous êtes de retour avec un nouvel ouvrage. Oui, je suis là ce soir avec le E, comme la lettre de l'alphabet, parce que j'ai décidé de ne garder que l'essentiel du féminisme, c'est-à-dire le E. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est la dernière lettre du mot, et c'est en même temps ce qui caractérise le féminin en français. Donc je trouvais ça assez pertinent de partir du E. Mais comment vous allez le développer Ah ben le développement est très simple. Je coupe dans l'art et je ne garde du féminisme que le féminin. D'accord, très bien. C'est un bel... C'est une forme de disparition. Oui, mais Pérec était misogyne du coup. C'est ce que vous nous dites. Pourquoi Pérec ? La disparition. Mais non, attention, parce qu'il y a le E. Il y a le A aussi. Mais il y a le E dedans et il y a le E dehors. Très bien. Monsieur Renard, bonsoir. Pas d'ouvrage nouveau, je crois que... Non, il n'était pas assez avancé pour que j'écrive sur ce sujet. D'accord. L'ouvrage sur Emmanuel Kant, la femme d'Emmanuel Kant. La femme d'Emmanuel Kant, oui, la prochaine émission, ce sera un peu d'accord, sur Emmanuel, décalé, mais, avec un E, qui n'est pas cette figure érotique que ouais. l'on a médiatisée, mais une femme cachée d'Emmanuel Kant. Voilà. Monsieur Duquesne, un ouvrage ou... Non, seulement en préparation. Monsieur Duquesne, qui est anthropologue et qui a quand même beaucoup travaillé sur la figure de la sorcière. Oui, tout à fait. J'ai collaboré dans les années 70 avec Silvia Federici. Mais bon, c'était il y a longtemps déjà. Vous avez lu Mona Chollet ? Non, mais vous savez, c'est du réchauffé tout ça. Très bien. Monsieur Babidi Parkeguiou, bonne transition. Monsieur Parkeguiou, vous écrivez un essai passionnant. Oui, un essai qui s'intitule La misogynie dans le boudoir, histoire du féminisme à l'heure du thé, où je prouve, enfin c'est ma thèse en tout cas, que... Oui, c'est votre perçu. Oui, mais que la courbe de consommation de boudoir, les petits gâteaux, est inversement proportionnelle à l'essor du féminisme. Voilà. Et sur quoi appuyez-vous cette hypothèse ? Il y a eu des études économétriques et sociologiques. Oui, d'accord, ce n'est pas qu'un perçu. Bon, non. Très bien. Monsieur Gilles Vien, bonsoir. Bonsoir. Vous avez proposé aux intellectuels de participer à un grand ouvrage collectif que l'on va écrire à partir des
des hypothèses, des arguments que nous allons trouver ce soir. Oui, tout à fait. Je pense que l'aventure intellectuelle se fait collectivement. On a besoin les uns les autres pour construire quelque chose, un objet qui transcende un peu nos prises de parti. Et je sais pas si je peux vendre encore la mèche sur le titre et sur les... Oui, vous pouvez y aller, même moi je ne le connais pas. Alors, ce serait les femmes et le zéro. très bien. Un peu comme Le sur public est là ce soir, des femmes dans le public. Bonsoir. Merci à ce public chaleureux. Ils interviendront tout à l'heure. Eh bien, passons sans plus attendre au premier auteur de la soirée. Femme, Encre halogène. femme, C'est par un homme que j'avais envie de commencer, un grand auteur féministe, mais masculin. Parce que je veux toujours contextualiser les choses pour qu'on ne fasse pas de procès d'intention. Hélène Cixous elle-même pensait que les hommes pouvaient formuler une écriture féminine lorsqu'elle écrivait « Il y a eu des poètes pour faire passer à tout prix quelque chose d'hétérogène à la tradition, des hommes capables d'aimer l'amour, d'aimer donc les autres et de les vouloir, de penser la femme qui résisterait à l'écrasement et se constituerait en sujet superbe égal. » Eh bien, l'un de ces grands auteurs féministes, c'est Francis Huster, qu'on a souvent abordé dans cette émission. Francis Huster qui, dans les années 2010, a publié « Lettres aux femmes et à l'amour », un recueil assez hétérogène d'aphorismes, de lettres, de pensées, dans la tradition des grands aphorismes philosophiques, évidemment. Et donc c'est par un texte qui s'apparente à l'essai que nous allons commencer cette émission avec les aphorismes de Francis Huster. Révélons le texte et plongeons dans les grandes lettres aux femmes de Monsieur Huster. Les femmes ont plus de courage que les hommes, plus d'audace. Une femme dit ce qu'elle pense, mais à qui dit-elle? À l'homme qui aime ou à l'homme qu'elle aime? En général, à aucun des deux. Elle se dit tout à elle, même si elle pense le contraire de ce qu'elle dit. Une femme veut plaire et ne tient pas spécialement à souffrir. Mais comme il faut bien souffrir pour plaire, une femme s'oblige à souffrir et a l'intelligence de finir par aimer ça, ou faire semblant d'aimer ça. De toute façon, une femme vous rendra toujours la vie impossible. Impossible de vivre avec elle ou impossible à vivre sans elle. Être aimé d'une femme rassure, ne pas l'être aussi. Surtout si elle est conne. Les femmes ne pensent qu'elles, les hommes aussi. Les femmes simples sont les plus compliquées à aimer. Les hommes sont de beaux parleurs, les femmes, elles, parlent avec leurs yeux. Elles mentent mieux. Vivre sans elle passe encore. Vivre sans vous, beaucoup moins bien. Et quand elle emporte le meilleur de vous, ça grimace. La scie de la séparation fait mal. Les hommes adorent les femmes divorcées. Elles sont libérées. Dieu a créé l'homme d'abord pour que la femme ne s'ennuie pas toute seule. Il n'y a que deux façons d'aimer une femme. La mauvaise et la pire. Ne faites aucun reproche à une femme qui ronfle. Elle croirait que vous êtes encore sensible à ce qu'elle fait. Il n'y a qu'une place dans le parking d'amour d'une femme. Une femme est comme une chienne. Quand on la délaisse, elle s'en va. Bouleversante déclaration d'amour de Francis Huster. Oui, vous êtes inspiré, monsieur Parqueguio, par ces aphorismes? À dire vrai, je peux pas m'empêcher de penser à Ronsard quand je dis ça. Il y a quelque chose de la Pléiade là-dedans. Espèce de mythologie de la femme. Mais mythologie de la femme au XXIe siècle, donc forcément... Oui, avec des réactualisée. métaphores modernes, la scie. Le la parking. scie, le parking de l'amour. La mythologie, Zeus, Jupiter, les dieux du Panthéon sont remplacés finalement par nos objets du quotidien. Mais c'est pour mieux les sublimer en fait. On est entre Francis Ponge et Ronsard ici. Et d'ailleurs, on est dans Francis Huster, on n'est pas loin de Francis Ponge. En parlant de 6 et de tout ce qui est attrait finalement au serpent. Oui. Le serpent parce que en même temps la femme, comme on le sait, incarne ce mal du serpent dans la Bible et dans bien des récits. On a Francis 6, le chiffre de la bête, le chiffre du mal. Vous savez, j'aime le symbolisme. Et là, moi, dans ce texte-là, j'ai l'impression de voir du persiflage.
du persiflage parce que beaucoup d'assonances en S. Et en fait, je pense qu'on se rejoint là, en fait. Puisque dans l'acide de la séparation, avec cette fabuleuse allitération S, comment ne pas voir l'hommage à Phèdre? Et oui. À qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Et donc à la mythologie, encore une fois. Sa grimace, la scie, divorcée, impossible, répété en plus en triade. Enfin, c'est clairement ici une déclaration de... Enfin, c'est un texte double, à la fois Francis est le serpent, et Francis est là pour nous conter finalement la magnificence du serpent. Monsieur vient. Finalement, la femme est comme un mot latin, elle est déclinée. À chaque instant, on trouve une forme différente, une dimension différente de cette espèce de comment dire, cette femme ontologique, cette femme personnifiée, cette femme substantive. La femme contradictoire, la femme résignée, la femme difficile, la femme stupide, la femme comme l'homme, la femme complexe, la femme dissimulatrice, la femme vampire, la femme émancipée, la femme indispensable, la femme faire valoir, fragile, passionnelle, devenue finalement animale et fidèle. Bon, alors, oui, allez-y, monsieur. Toi, Gilles, qui aime bien les aphorismes. Oui. Tu en penses quoi ici, de l'aphorisme? C'est pas mal, c'est un peu moins bien que La Rochefoucauld, mais c'est pas mal. Et par rapport c'est bien, on est sur une logique de Wittgenstein, là. Oui, est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce que tu le vois un squelette? Et ça, c'est remarquable chez Francis Lerme, mais ça, c'est général, hein, on le retrouve partout dans son œuvre. Je vois que tu as noté des collections. Mais bien sûr, on peut intervertir les textes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se lire dans l'ordre que l'on veut. C'est l'œuvre ouverte d'Umberto Eco. On commence par la fin, on finit par le début, il n'y a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est un motif qui est récurrent et immortel, décliné de toutes les manières possibles et imaginables. On n'a pas fini, mais 2 minutes encore sur ce texte, mais peut-être un peu la parole de Francis. J'aime évidemment sexuellement les femmes pour le bonheur, la jouissance qu'elles peuvent apporter à un homme, mais j'aime surtout les femmes parce qu'elles, contrairement à nous, elles parlent vérité. J'ai rencontré des femmes sublimes dans ma vie, qui ont fait ma vie, qui ont construit ma vie, qui m'ont accablé aussi, bien sûr, mais qui m'ont surtout fait comprendre que, au-delà d'une vie normale, c'est la vie avec les femmes qui compte, celle forcément la première de toutes, notre mère, mais aussi de considérer la France aussi peut-être comme une femme, avec ses insolences. Ouais. Alors, il me semble qu'il y a une contradiction un peu dans les propos de Huster, c'est que la femme parle vérité, mais il me semble que dans ces textes, la femme parle mensonge. Mais je ne veux pas... Parce que bon, excusez-moi, mais parfois il faut mettre les pieds dans le plat, et en grand amateur de Sacha Guitry, il me semble que Monsieur Huster fait preuve parfois d'un peu de misogynie dans quelques aphorismes. Oui. Comparer la femme à une chienne, d'où le persiflage. C'est magnifique, c'est une sublime métaphore, mais on peut y voir, sans lui faire des procès d'intention, quelque chose d'un petit peu négatif quand même. Monsieur Berlisa, il faut réfléchir à la modalité du texte. Tout à l'heure, Monsieur Dufart a souligné avec une grande justesse la parenté avec Wittgenstein. Et si on lit les phrases les unes après les autres dans l'ordre que l'on veut, finalement, les femmes simples sont les plus compliquées à aimer, les femmes ne pensent qu'à elles, les hommes aussi. Égalité des sexes. Ah, oui, l'homme est un chien, l'homme est un chien. L'homme est un chien. Oui, puis on a un Francis Prophète aussi. Je sais pas si personne a relevé. Francis Prophète. Oui, Francis Prophète. Ouais. Pardon. C'est biblique pour vous? Oui, bah pour moi, il y a comme une inversion biblique incroyable. Dieu a créé l'homme d'abord pour que la femme ne s'ennuie pas toute seule. Bon, c'est Francis qui refait un petit peu le sort de l'humanité à son goût. Francis qui finalement relit le texte hébreu. Exactement. Ce n'est pas la femme qui sort de la côte. Elles sont libérées. C'est la femme qui sort du côté, qui est à côté de l'homme. Voilà, tout à fait. Mais surtout, on parlait de persiflage, de Phèdre, des serpents, etc. Comment ne pas penser à la Genèse? Moi, je rejoins tout à fait Monsieur Renard. C'est une nouvelle Genèse, hein, évidemment. Mais évidemment. Oui. Monsieur Duquesne, et après on passera aux brèves réactions du public. J'aimerais m'inscrire en porte-à-faux sur ce que disait Gilles Vien. Pour moi, il n'y a pas égalité des sexes ici, il y a dualité. Et je reviens à la Genèse, ce qu'avait dit mes... Mais c'est votre lecture. Il n'y a qu'une personne. Laissez-moi développer. Pardon. À mon sens, chez Francis Huster, il y a un dualisme, une cosmogonie duale qui a déjà été étudiée par Pierre Bourdieu, notamment dans La domination masculine, basée sur ses études anthropologiques. Francis Huster a été étudié par Pierre Bourdieu. Mais non, je dis qu'il y a des ponts sémantiques. Et ce qu'on voit ici, c'est des oppositions terme à terme. Vivre avec, vivre sans, simple, compliqué, parler avec ses yeux, beau parleur, parler avec sa bouche. De la complémentarité, pas de l'opposition. Non, c'est du dualisme. C'est différent, c'est pas de l'égalité, c'est du dualisme. Ah, mais j'ai pas dit que c'est de l'égalité, j'ai dit que c'est la complémentarité. Dualisme dans la compréhension du monde, le dedans, le dehors, le chaud, le froid. Enfin, vous voyez ce que Bourdieu nous dit. Ici, on est dans une vision duale de l'homme et de la femme. Et
Mais comme c'est Francis Huster, Moi, je ne ça sais- dépasse ceci. C'est un peu plus complexe. Et ce qui est intéressant, c'est le jeu de mots avec la chienne. Une femme est comme une chienne. Et moi, je pense que c'est pas misogyne. Quand on la délaisse, elle s'en va. Délaisser. La laisse. Oui, On on a note. compris, oui. C'est Il pas file la partir. métaphore du chien. C'est pas oui. partir. Mais justement, là-dedans, il y a la libération. Et juste avant, Ah, on a les hommes adorent les femmes divorcées, elles sont libérées. Attendez. En fait, il y a à la fois domination et amour de ce qu'on ne peut maîtriser parce que c'est libre. Oui, mais ça, c'est la normale dont il parle, là, quand il est en train Non, de se alors, commenter. La femme qui ronfle, on est quand même dans une... Ah, mais là, voilà, c'est du quotidien, ça. Il n'y a pas de dualité. Il y a multimodalité. Voilà. Il suffit que Alors, vous s'il inversiez vous plaît, l'ordre des phrases. Le Pardon. public, peut-être des réactions dans le public. Quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je me prénomme ici en fait Emmanuel, et Emmanuel, je suis navré de le dire, sans eux. Voilà. J'ai, je pense, quelque chose C'est à dire récent ce soir. ou... Non, depuis toujours, malheureusement, mes parents m'ont donné ce nom, et je ne pense pas avoir quelque chose à redire à cela. Je pense pas non plus que vous-même avez quelque chose à tailler dans cette chose naturelle qui m'a été donnée, ou culturelle si on doit en Oui, prendre. vous pouvez venir à la question, s'il vous Oui, plaît. excusez-moi monsieur, mais je pense avoir quelque chose à dire ici comme tout ce public, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, voilà, je voulais en revenir au dites cette prosaïsme chose. des textes. Il me plaît, il me rassure, et peut-être m'emmènera plus loin dans la vie que j'ai à faire avec les femmes que je respecte eh ici bien ce soir. parfait. Merci, eh bien monsieur, parfait. merci monsieur. Parfait, la prochaine Mais fois... on aura peut-être pu Oui, demander madame, au- votre prénom, s'il vous plaît? Samantha. Très bien. Voilà. Ah. Donc alors moi c'est Samantha et alors j'ai pas tout compris ce que vous avez dit mais je tiens quand même à réagir. Sur la dernière phrase, une femme est comme une chienne, donc j'ai une histoire à vous raconter. Donc il y a pas loin de 2 mois et 2 semaines, donc j'ai rencontré Gérard. Gérard, donc sur un site de rencontre un peu quelconque. Et Gérard, notre relation a duré longtemps, a duré quand même... Il faisait quoi dans la vie? 28 jours. Taupier, non, c'est ça? Non, Gérard ramassait les poubelles, donc il venait me voir après son service de nuit. Donc Gérard était plutôt du matin. On dirait une histoire d'Olivier Jacques. Bon, dépêchez-vous, on n'est pas chez Très bien, Sophie tout d'avant, ça là. pour vous On dire est sur que France Gérard Culture. adorait me traiter de chienne et que moi j'adorais ça. Donc alors, avec Oui, Gérard, oui, on d'accord, s'est vu d'accord. jusqu'à- Vous êtes toujours sur Ancralogène. Bien. C'est une écrivaine que nous avons déjà abordée. Mais je crois qu'il était important d'évoquer son dernier ouvrage, Un tournant de la vie, paru en août 2018, Christine Angot. Christine Angot, une immense écrivaine, hein, évidemment. Elle raconte l'avenir amoureux d'une certaine jeune femme inconnue qui retrouve son ancien amant, Vincent, dans une scène absolument bouleversante, vous allez voir. Plongeons tout de suite dans l'écriture de Christine Angot, que nous avions qualifiée d'écriture angora il y a quelques années. On s'est arrêté dans une pizzeria. On était assis face à face. Nos genoux se touchaient. Nos mains étaient posées l'une sur l'autre sur la nappe. Quand je suis avec toi, Vincent, j'ai une drôle de sensation. Qu'est-ce que ça te fait? Comment dire ça? En fait, j'ai l'impression que je suis toi. T'es un autre moi-même. Je pense pas, non. Je le sens comme ça. C'est pour ça que je suis fragile quand je pense à toi. Que je pleure et tout ça. Et que je supporte pas quand tu souffres. Ou quand tu t'éloignes. Que j'ai peur pour toi. T'es moi, alors. Quand t'es pas là, tu me laisseras plus, hein? Il m'a regardé. Hein? Ses yeux brillaient. Dis-moi! Plus jamais. On est rentré à l'hôtel. Chacun s'est couché dans son lit. J'étais à plat ventre. Je le regardais. Son visage. Ses cheveux étalés sur l'oreiller. J'ai posé sa main sur mon épaule et il a dit... Mets-toi de l'autre côté! Non! Pourquoi? Je préfère te voir. Mets-toi de l'autre côté pour que je puisse caresser tes fesses. Ah non, Vincent! On a pris de lit, c'est pas pour... Ah, juste comme ça, pour me faire plaisir. Je me suis tourné. Il a mis sa main sur mes hanches. Il me caressait par-dessus les draps, j'ai pensé. Je vais m'endormir comme ça. Il a tiré la couverture et plaqué sa paume entre ses jambes, j'ai pensé. Ah non! Avant, il faut qu'on règle la situation avec Alex. Il a collé son bassin contre mes fesses, j'ai sursauté. T'inquiète pas, reste là, bouge pas. Si, Vincent. Justement, je m'inquiète. Il a mis son sexe entre mes cuisses.
Non! Je t'ai dit non! 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 T'es méchante! Il a bondi hors du lit. Il était près de la coiffeuse. Debout. Je pars là. Tu ne me verras plus jamais! Non, Vincent! Pas ça! Pas ça! Pas ça! Il a pris la direction du couloir. Pas ça, Vincent! Non! Je t'en supplie! Pas ça! Pas ça! Je t'aime, Vincent! Il n'y a que toi! Moi aussi, je t'aime! Mais qu'est-ce que tu crois? Et tu me fais mal! Au milieu de la nuit, j'ai senti une main qui me dénudait. Il m'a léché. Il est entré dans moi. Ça a été comme une décharge électrique. J'ai pensé... Sa forme est adaptée à la mienne, c'est parfait, c'est merveilleux. Il entrait, il sortait, mon regard partait ailleurs, dans un autre monde. On a joui, on s'est endormi dans les bras l'un de l'autre. T'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Bien. Non, nous ne sommes pas dans un discours d'Emmanuel Macron, nous sommes chez Christine Angot. Hein, pas ça, pas ça, pas ça. Elle affirme sa posture. Qui a inspiré qui Là, on ne sait pas. Si. Mais c'est magnifique. Si, on a une date. Et je pense que c'est intéressant cette valeur 2018. politique, discursive du texte, directement inspirée par Emmanuel Macron. Mais je pense que l'héroïne ici présente est en marche. Finalement. Développé, monsieur. Non, elle est en marche parce que finalement ce qu'il incarne, ce qu'elle veut incarner ici, c'est un changement. Elle est ni de droite ni de gauche. Vous voyez? Elle n'a pas envie d'aller ni à droite ni à gauche. Elle n'a pas envie de s'échapper. Elle est dans une impasse. Elle a séparé les lits. Hein, elle est dans l'entre-deux. Oui, c'est ça. Mais en même temps, elle dit, il faut qu'on règle la situation avec Alex. Alex, en quelque sorte, c'est... Benalla. Eh bah oui. Oui, mais est-ce que cela se fait? La situation n'est jamais réglée du coup. On n'est même pas dans quelque chose de progressif, on est dans le... Alors, Alex serait Alexandre Benalla. Moi je pense que c'est une réécriture politique. Ouais. Sexualisée. Moi, je trouve Voyez, que c'est très rock. Moi, je trouve que c'est très années 80 en fait. C'est quelque chose qui parle davantage de musique que de femmes en fait. On a une première partie très Lavilliers. On est où es-tu quand tu es dans mes bras. On est vraiment dans quelque chose de ce style. Enfin, en tout cas, la phraséologie, un peu comme Céline s'est adaptée à l'argot, je pense que Christine Angot s'est adaptée à tout un courant musical des années 80. Non, là vous pointez un truc très intéressant. J'espère. C'est les 3 petits points. La génération 3 petits points. Ici, on est dans la génération texto. Vous pensez? C'est du texto oralisé. Chez les ados, tout ça, les 3 petits points sont un marqueur. Oh, mais cette indifférence, cette vexation, ce retour. Mais c'est ce jeu-là. Là, on a des ados du 21e siècle en live. Ah oui, peut-être. Et vieux. J'ai pensé à Condera, moi, pour ça. Et votre théorie du Lavillier est très intéressante parce que on commence par où es-tu, on finit par les mains d'or. À quel endroit les mains d'or? Bah, il attire la couverture, plaqué sa paume entre mes jambes. Enfin, vous, monsieur Mirisa. La toison d'or. Enfin, les mains d'or, on est sur une chanson sur le monde du travail. Monsieur. Oui, mais un peu de poésie, monsieur Non, mais on est Mirisa. dans un texte macroniste, on n'est pas dans un texte communiste. Est-ce que la monde serait pas une forme de travail? D'ailleurs, sur l'identité, sur le macronisme du texte, ce qu'on pourrait aussi relever, moi je renchéris avec mes collègues, je suis parfaitement d'accord, sur la quête de l'identité, là, le cinquième échange, t'es moi alors, j'en suis qui, quand tu t'éloignes, j'ai peur pour moi, t'es moi, je sais pas qui tu es. On va revenir sur le macronisme avec Marlène Schiappa, donc Vous j'aimerais le lisez qu'on très se- bien. Oui, je s'arrête pas trop suis là-dessus. dans la confusion parce qu'on est en même temps dans Non, la mais confusion des c'est- genres, des moi, toi, moi, je. C'est ça, non, à peu près, non? C'est la teneur du texte, non? Oui, alors, Non, c'est vrai je et qui, qu'on je va et qui. pas S'il vous plaît. assez parler du genre. Ah, allez-y, monsieur, je vous en prie. Non, mais je dis pas que c'est moi le plus spécialisé pour parler de ça, mais c'est clair qu'ici on a un jeu de genre, de pronoms, Alors, un affrontement finalement entre l'être, le non-être, l'être différent, on a vraiment finalement une guerre. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette utilisation magnifique du langage que fait Christine Angot. Oui. Parce que ça résonne en moi avec ce texte de Monique Wittig sur l'écriture. Vous savez que Monique Wittig s'en prenait à la question de l'écriture féminine. Et dans Le Cheval de Troie, elle écrivait « Mais pour atteindre ce résultat, tout écrivain doit d'abord faire une opération de réduction sur le langage qui le dépouille de son sens afin de le transformer en un matériau neutre. » Et là, je vous rejoins, monsieur Dufarret. On a ici l'apparition d'un matériau neutre, il me semble. Peut-être que ça rejoint ce que vous vouliez dire, monsieur, sur cette question du Moi, je matériau pense que- neutre. Monsieur Babidi? Non, je me disais que monsieur Duquesne avait peut-être quelque chose à apporter dessus.
Moi, je me dis qu'il y a peut-être une lecture hispanophone à faire de ce texte. Parce que d'abord, sans vouloir vous couper sur cette question de la neutralité, le personnage féminin n'est jamais nommé. Donc il y a comme une forme de figure universelle finalement. Il y a une plasticité aussi. Tout à fait, une plasticité, oui. Le personnage féminin d'ailleurs, t'es un autre moi-même, l'alter ego. C'est un peu rabaldien quand même. Et il y a quand même une phrase que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle-ci. Il était près de la coiffeuse, debout. Qu'est-ce que fait l'homme à côté de la coiffeuse? Pourquoi donner ce détail? Ça c'est intéressant, parce que la coiffeuse c'est finalement l'objet particulièrement féminin. Et celui qui se dresse debout à côté, dans une position phallique de virilité, c'est l'homme. Tout à fait. Donc pour moi, la clé du texte, elle est là. Mais les meubles ont toujours une très grande importance dans les textes de Christine Angot. Oui, c'est les meubles, ouais. Ça... Vous savez qu'en termes... Bah le lit, vous le disiez. Pas de mauvais jeu de mots, hein. Oui. Voilà. Monsieur Renard? Non, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'aimerais juste peut-être... Mais vous n'avez rien dit surtout? Rapidement, bon, je soulignais c'est un réflexe purement lycéen, mais c'est le grand maîtrise du rythme ternaire, hein. Ça fait toujours plaisir. Non, pas ça. Parfait, quoi. On y est vraiment. Justement, je voulais revenir sur du jazz, on parlait de sur musique. Le passa, musical, c'est très musical. Non, mais c'est là où est tout l'affrontement du texte, messieurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un texte macroniste, mais qui en même temps est d'un réactionnaire insoutenable. Brûlant de contradiction. Développé, monsieur. Si je peux me permettre, là-dessus, sur le passa, répété 5 fois, on a une fin. 3 et 2. Je t'aime, Vincent. Passa, je t'aime, Vincent. Ce sera un son alors. On est dans le cri de la femme qui persiste en Christine Angot. Et puis qui s'arrête. Je t'aime. L'amour finalement comme une espèce de loi terrible et masculine qui vient ramener le viol à quelque chose de... Il est réactionnaire. De conjugal. Il est réactionnaire. Mais peut-être que c'est ça la conjugalité. Oh, il n'est pas réactionnaire, messieurs. Non, mais alors je suis de votre côté pour le cri. Qui d'ailleurs se voit, nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais le non est en lettres capitales et personne ne l'a noté. La typographie est importante. La typographie toujours est importante. Ça, vous savez que j'en suis... Je suis désolé de faire ça, mais j'ai envie de faire un peu de Sainte-Beuve. On passera aux questions du public après. J'ai envie de faire un peu de Sainte-Beuve ce soir, le serpent à sonnet pour revenir. Et bon, on peut tout de même se dire, connaissant la vie de Madame Angot, si les questions... Pouvez-vous la répéter pour les téléspectateurs qui ne nous voient pas? C'est-à-dire ceux qui nous écoutent, les auditeurs, par exemple. Bah écoutez, la vie de Madame Angot, c'est que ce Vincent est très certainement Monsieur Doc Gynéco. Voilà. Donc peut-être que ça veut dire quelque chose aussi. Mais ça, c'est une notoriété publique. Bah oui, mais tout le monde ne le sait pas. Mais non, mais je parce qu'il est chanteur d'ailleurs dans le texte. Vincent. Oui, Vincent est chanteur. Oui, et c'est son prénom d'ailleurs, Vincent, il me semble. Oui. Bon, voilà. Mais c'est vrai que le thé méchante. est très Doc Gynéco, ouais. Mais très Doc Gynéco. Ouais. On a une comparaison entre... On a l'incarnation de Macron Gynéco, quoi. Mac Gynéco. Mac Gynéco. Finalement, c'est un MC qu'on a là. Mais en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'aujourd'hui, la politique, c'est que du rap. C'est très musical. C'est MC Macron. MC Macron qui va nous dire ces textes, finalement, pas ça. Finalement, c'est du rap. Moi, je pense que c'est une réécriture. Vous voyez, elle prend le prisme. C'est là où on voit tout. Comment cet auteur peut être brillante parfois. Elle prend le prisme. Et à la fin, de la lecture actuelle sociologique du monde qui est le genre, pour en extraire finalement une caractéristique spécifique sur la politique qui est comment dire, la chanson politique telle qu'elle est maintenant, le flow politique. Et à la fin, on est au Nirvana. Alors, le public aurait-il... Ah, on a une spectatrice. Présentez-vous, madame... Bonsoir, alors j'ai beaucoup de chance, je m'appelle Marlène, comme des gens très engagés sur ce sujet. Moi, de ce texte, je retiens surtout de l'amour et pas le viol, parce que finalement, le viol, c'est un peu une culture, c'est culturel. Moi, je suis un peu d'accord avec vous. Voilà, je trouve que j'ai un peu divagué quand même sur la fin. J'ai peur que mon point de vue soit... Je vous laisse votre point de vue, allez-y. Je reviendrai, je fais une proposition, je reviendrai sur les 3 petits points qui ont été évoqués dès le début de l'émission. Moi, ça m'a vraiment évoqué W.O. le souvenir d'enfance, voilà, qui commence par 3 petits points, le roman, première page. Qui est un travail. On a parlé de Pérec d'ailleurs tout à l'heure. Exactement, un travail sur la disparition. Moi, je sens que l'homme disparaît dans ce texte. Finalement, c'est la femme qui reste. Et je pense que je voudrais pas être provocatrice, mais je voulais vous poser cette question. Est-ce que la disparition de l'homme n'est pas finalement l'aboutissement du féminisme ?
Alors, la disparition de l'homme... Je peux répondre à cette Oui, question. allez-y, monsieur. Ouais. Ben, on peut en revenir au dimorphisme fondamental, c'est-à-dire que à l'origine, il n'y a que des êtres féminins. Quand on se situe à l'étape bactériologique, il y a plusieurs millions d'années, on est dans un univers exclusivement féminin. Le mâle apparaît, le dimorphisme apparaît comme un parasite. C'est finalement une partie de l'espèce qui se dissocie. Est-ce que vous jouez sur la dichotomie du mot mâle? Alors... Oui, peut-être. Moi, j'ai... Non, bah c'est délicat tout de même. Oui, moi j'avais une réponse, c'est qu'on a parlé des meubles et on n'avait pas parlé du cadre dans lequel commence cette histoire, une pizzeria. On est quand même dans un restaurant italien. Non mais quel rapport avec l'intervention de... Ah mais je vais y répondre. Attention à ce que vous allez dire sur l'Italie, monsieur Biarritz. Ah mais je vais prendre mes précautions, mais pour répondre, l'homme, dans ce texte, pour moi, c'est pas seulement... Il n'est jamais présent. Parce que je revoyais l'autre jour le film de Cassavetes, Une femme sous influence, qui est un grand film, un très grand film. Oui, oui. Et il y a cette scène, vous vous en souvenez, Bien sûr. où la femme fait cuire des spaghettis pour l'ensemble de la tablée, d'accord? Donc c'est comme si elle tordait finalement le principe phallique, d'accord, qu'elle servait à l'ensemble des hommes. Et ici, ça se passe autour d'une pizza. Mais quelle est la réponse à... Du coup, c'est le principe circulaire qui est au centre du texte, ce n'est pas le principe phallique. Non mais elle parlait d'une disparition, pas d'une Mais l'homme n'est circularité. jamais présent chez Christine Angot. Mais il se tient debout à côté de la coiffeuse. En quoi la circularité fait disparaître La pizza à l'ovule. Parce qu'on est dans un principe féminin du texte, et pas dans un principe masculin. Et qui fait la pizza? Pas d'émission sur le féminisme sans une femme très engagée, une grande chanteuse qui nous a souvent accompagnés. Ah. Et comment ne pas diffuser sa chanson Plante verte, qui est un hommage à la femme qui n'est pas une plante verte. C'est ce que Marielle nous apprend. Marielle qui nous fait un joli coucou. Coucou, coucou. Bonjour, bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs d'Encre Halogène. Journée spéciale s'il en est. Félicitations à Encre Halogène à l'occasion de son anniversaire. C'est une émission unique en son genre, instructive et combien amusante. Longue vie et bravo pour vos réalisations, notamment aujourd'hui avec votre programme sur la lutte des femmes et leurs aspirations légitimes. Petite graine que j'étais, tu m'as tout de suite effleuré. À l'intérieur de moi, c'est l'amour qui a germé. Les pluies arides que je n'ai pas versées, les regrets que j'ai jamais éprouvés. Une fibre vivante, une toile errante, à genoux ta femme, tu la condamnes. Une plante verte accoudée à ta fenêtre qui t'attend, qui te guette. Je suis pas qu'une plante verte. À la vue de ton arrosoir, je retrouve l'espoir. À mon calice, tu t'es frotté, tu t'es piqué. Si je m'effaille, c'est pour faire mon deuil. Mon corps manque d'écueil pour que tu me cueilles. Une fibre vivante, une toile errante, à genoux ta femme, tu la condamnes. Une plante verte accoudée à ta fenêtre qui t'attend, qui te guette. Je suis pas qu'une plante verte. Je suis pas qu'une plante verte accoudée à ta fenêtre qui t'attend, qui te guette. Je suis pas qu'une plante verte. Je suis pas qu'une plante verte accoudée à ta fenêtre qui t'attend, qui te guette. Je suis pas qu'une plante verte. Je suis pas qu'une plante verte accoudée à ta fenêtre qui t'attend, qui te guette. Je suis pas qu'une plante verte. Bien, merci à Marielle pour cette magnifique chanson. Retour sur le plateau d'Encre Halogène. Encre Halogène.
Moi si j'étais un homme, je serais capitaine. Bon, le jingle, en revanche, Samantha, peut-être la prochaine fois, trouver des chansons un peu plus dans l'air du temps. Hein, voilà, bon. Bien, c'est une écrivaine que nous avons souvent abordée. On a pratiquement retracé toute son œuvre, Marie Dariussecq, guerre des sexes. Hein, merci à cette spectatrice qui m'a soufflé la parole hommage, je la remercie beaucoup. On a abordé Truisme, l'histoire de cette jeune fille qui se métamorphosait en truie. Nous avons abordé le bébé. Vous savez, le bébé qui avait des couilles trop grosses, hein, ça c'était un texte magnifique que nous avions fait. On avait abordé aussi le musée de la mer, grande pièce de théâtre. Nous avions aussi abordé Clèves, l'histoire d'une adolescente qui avait ses règles. C'est une grande écrivaine féministe. C'est une écrivaine qui s'en prend beaucoup à Balzac. Elle traite Balzac de gros macho. Hein, ça c'est une expression qu'elle emploie. Gros macho de Balzac. Elle le dit. Gros macho de Balzac. Elle dit gros macho de Balzac, elle n'a pas peur de le dire. Gros macho de Balzac. Et Gros macho de Balzac. Gros macho de Balzac, oui. Et quand on lit ces textes, on comprend qu'elle est plus dans la lignée de Virginia Woolf, parce que ces textes sont dans la lignée d'une chambre à soi, de cette écriture intime. Et là, c'est une jeune fille, Solange. Tous les personnages de Marie Dariussecq s'appellent Solange. Voilà. Elle revient dans la maison de son enfance, et dans Il faut beaucoup aimer les hommes, elle a rencontré un Africain qui s'appelle Kouwesso, et non pas Kudwovo, que nous avons abordé récemment. Kouwesso, mais là, elle est avec ses parents, elle est en train de tomber amoureuse d'un Africain, et elle revient dans la chambre de son enfance. Marie Dariussecq, Il faut beaucoup aimer les hommes. Sa mère avait fait du chapon. Son fils était de plus en plus gras, de plus en plus vilain, il fallait bien l'avouer. Il ressemblait de façon effrayante à leur ancien voisin. Elle fit un tour à l'étage pendant que sa mère sortait la bûche. Les nains patineurs sur le glaçage lui rappelaient Noël chez Jessie, à des galaxies d'ici. Les Playmobil, dans sa chambre, étaient dans la position où elle les avait laissés il y a 1 an. Sa mère n'avait pas dû ouvrir les volets depuis. La chambre d'une disparue, éclairée par l'ampoule au plafond. Elle les sépara, les Playmobil. Elle les avait empilés, à Noël dernier, façon partouze, leurs petites pinces fermées autour de sexe imaginaire, filles et garçons, garçons et garçons, filles et filles, et la piscine, et le camping-car, et un cheval. Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête il y a 1 an? D'ailleurs, la question n'avait pas d'intérêt. Elle ne se souvenait pas d'elle. Elle attendait déjà Kouwesso, mais sans le savoir, en souffrant moins. Elle attendait l'avenir, comme ici à Clèves à 15 ans. Mais à l'époque, le futur immédiat s'était présenté sous la forme d'un bébé. Quelle surprise! Oui, 20 ans, après parler à peine. Solange! Sa mère l'appelait en bas. Le même son qu'autrefois. Elle ouvrit les volets, se roula un joint. Le jardin était noir, on distinguait derrière les tuyas la maison des parents de Rose, éclairée. Solange! La même injonction. Elle aligna tous les Playmobil soigneusement, debout au bord d'une route imaginaire. Finit son whisky et les abattit tous au camping-car. Elle les retrouverait au même endroit dans 1 an. Non, elle ne reviendrait pas. Ou avec lui, exclusivement. Elle activait les Playmobil pour ne pas mourir. Pour que quelque chose se passe encore dans cette chambre. Les Playmobil lui survivraient, sinon... Ces trucs-là sont indestructibles. Elle laissa son verre, grand comme un jacuzzi, au centre de la piscine jouée. Elle s'avisa que les Playmobil étaient tous blancs. Son fils n'avait pas bougé du canapé. Une assiette avec des nains traînés par terre. Quelque chose l'embêtait chez ces nains. Elle était saoule. Non, c'était le pétard. Elle leva la tête et vit Kouwesso. Non, son père. Quelle idiote! Qui ouvrait la bouteille de Saint-Émilion chéri. Mais le même nez, même front, mêmes yeux un peu chinois. Splendide, vraiment. Dariussecq est normalienne, et là je pense qu'on le lit dans le texte, c'est peut-être une normalienne, c'est le texte d'une normalienne. Bah c'est encyclopédique.
Oui. C'est une écriture encyclopédique. Je veux pas faire d'élitisme, mais là c'est le texte du moment. Là, je trouve quand c'est une digne héritière de Flaubert, il faut le dire. C'est encyclopédique. Je trouve que ramener sur la table le fait qu'elle est normalienne en ces temps de révolte sociale, c'est un peu. Oui, mais on a écarté le macronisme. C'est une grande écrivaine sociale. On a écarté le macronisme. Là, on est sur du texte littéraire, il n'y a plus de politique. Là. C'est vous qui les Playmobil. Oui, vous êtes sartrien? Il n'y a pas de Playmobil qui sont. Vous êtes sartrien, tout texte est engagé, messieurs, on est d'accord. Parce que Babidi dit que le texte rappelle des temps sociaux agités. Est-ce que les Playmobil auraient. Non, les jeux Playmobil, c'est quoi simplement que ramener sur la table. J'ai envie de vous comparez les gilets jaunes au Playmobil, c'est ça? On va pas faire le débat là-dessus, s'il vous plaît. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas du jeu du phare dans ce texte Playmobil? Allez, je vous laisse déballer là. Il y a du jeu, c'est un texte de jeu, c'est évident. On est là sur une littérature Playmobil. Qu'est-ce que la littérature Playmobil? Là, c'est une question qu'il faut se poser. Déjà, c'est une littérature qui est interchangeable. Ça pourrait être une entrée de notre ouvrage, monsieur. Elle est interchangeable. J'y pense. Donc là, quand on parle de genre, c'est extrêmement intéressant d'avoir une littérature interchangeable. Vous voyez, le Playmobil, bam, blond, brun, boum. Mais toujours blanc, toujours blanc. Toujours blanc. Toujours blanc, oui. Il y a des Indiens. Et en ce sens, c'est engagé. Il y a des Indiens chez les Playmobil. Il y a des Indiens. Oui. Oui. Il y a tout chez les Playmobil, monsieur. Depuis 2013, il y a effectivement des Noirs aussi. Depuis 2013, exactement, oui. Mais pas à l'époque de l'enfance de Solange. Solange. Bien. Monsieur, qui veut prendre la parole? Mais c'est aquatique. Dans un texte cathartique là, vous trouvez pas, non, quand même? Développé, je ne sais pas. Tous les fantasmes qui sont purgés là entre la piscine, le jacuzzi, c'est ça? C'est partout, c'est tuerie de masse quoi. On avait voilà. Alors moi, il y a que de ça quoi. Chose que je ne comprends pas dans ce texte, mais je dois l'avouer, c'est le rôle du camping-car. Mais après bon, peut-être. Ça c'est l'invitation au voyage. Il n'y a que ça que vous ne comprenez pas. Oui, non. Que ça. Alors, j'aimerais quand même vous demander, que fait le cheval ici? Le cheval, c'est une métaphore phallique tout à fait classique. Oh, vous êtes caricatural, monsieur Miron. Non, il a une lecture. Alors, classique. déjà une réaction dans le public, c'est bien de les intercaler pour qu'on puisse faire circuler la parole, non pas libérer la parole comme dirait Chris, comme le dénonce Christian. Je me permets tout de même une remarque, juste avant. Oui. Je trouve que depuis que vous fréquentez Madame de Renon, vous êtes de plus en plus dans la paraphrase. Avant glacial s'abat sur Ancralogène. Non mais c'est son rôle de passeur. Je passe le sens. Madame, vous vous prénommez? Angèle. Merci, bonsoir Angèle. Bonsoir, je suis très gênée d'être à la radio, c'est très impressionnant d'être sur le plateau avec vous. Je voulais faire référence, on parle de Clèves, la princesse de Clèves. Bien sûr. La relation mère-fille, fille-fille, l'homosexualité, y aurait-il des rapports incestueux entre la mère et la fille? Entre la fille et le père déjà, à la fin c'est assez troublant. Ce serait plutôt entre la mère et la fille selon moi, avec ce jeu autour des jouets, et des joints. Parce que vous dites que le texte est interchangeable, il y a quand même beaucoup de joints dans ce texte. Oui. Mais bon, il y a du jeu, il y a du joint, justement, tout. La jointure. Alors on va répondre à la question de madame. Tout paronomage est interchangeable. Qui est-ce qui veut rebondir sur la question? Parce que pour prolonger ce que dit madame, il y a certes l'encyclopédie littéraire, Clèves, la princesse de Clèves, mais aussi il y a une encyclopédie à la grande œuvre de Darius avec Clèves, c'est un livre qu'elle a écrit. Le bébé, c'est aussi un livre qu'elle a écrit, il y a de l'intertexte ici. Ah oui, oui. Comme toute grande écrivaine, elle a le droit de se citer. C'est de l'hypothèse. Mais je me pose des questions moi aussi, enfin je suis un peu perdu. Alors vos chorales de basse-cour n'aident peut-être pas à la compréhension, à l'intelligibilité du texte. J'aimerais juste revenir sur l'activation des Playmobil pour ne pas mourir. C'est Playmobil indestructible. Et l'inceste? L'inceste ou peut-être est... Non mais laissez finir monsieur. Oui, enfin... Il me semble être totalement piégé dans une dimension parallèle, totalement enfumée. C'est très difficile de voir la féminité à travers ces effluves. Enfin, de mon point de vue, où se situe la femme, je n'en ai aucune idée. Où se situe la femme dans ce texte? Dans le camping-car. Alors peut-être que la dans le camping-car. Alors peut-être la promesse du texte, c'est de cacher dans le camping-car ou ailleurs la femme, parce que la femme, je ne la vois pas. Je vois des jouets. J'ai une autre lecture. Non, mais une autre lecture, moi j'aimerais revenir sur ce que dit Julien parce qu'il nous ouvre une porte. C'est une question ouverte. Je pense que vous ouvrez une belle porte. Merci. Et ici, à mon avis, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme non plus. Parce que justement, il y a une critique du mode d'exploitation capitaliste. Pour moi, on est face à la société de consommation qui réduit l'être à une consommation des choses. Et finalement, le désir, l'érotisme, qui est le désir de vivre jusque dans la mort, pour paraphraser, on ne désire plus que par les choses, par les objets, puisqu'on n'est que consommateur ou consommatrice. Très bonne chose. Oh, bah c'est le cas de dire. Dans ce fétichisme du jouet, je reprendrai dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrit
si la femme réussissait à s'affirmer comme sujet, elle inventerait des équivalents du phallus. La poupée où s'incarne la promesse de l'enfant peut devenir une possession plus précieuse que le pénis. Il y a des sociétés à affiliation utérine où les femmes détiennent les masques dans lesquels la collectivité s'aliène. Le pénis alors perd beaucoup de sa gloire. Il me semble qu'en jouant avec les Playmobil, c'est un peu l'interversion des masques qui se joue ici, dans ce texte, non? Vous ne trouvez pas? C'est très juste. Il y a, comme le voit Butler, une façon de déjouer le genre en le rejoignant. Oh, ne parlez pas de Butler, on a des vieux souvenirs avec Gilles Vien. Bah, excusez-moi, je m'en fiche de vos souvenirs. Comme on a étudié Dariussec, j'aimerais vous rappeler une pensée que vous aviez formulée à l'époque sur Marie Dariussec. L'adolescence ne se tient pas. L'adolescence est un véritable tremblement ici. Comme dirait Montaigne, l'adolescence est en branle. Est en branle au sens de Montaigne. D'accord, mais est-ce que vous pourriez creuser peut-être la question de... Mais bien sûr. Vous pourriez creuser? Mais le texte est en branle. Non mais ne vous me pourriez dites pas creuser le cette contraire. notion de branle. Creuser, oui. Là, vous pourriez la creuser, cette notion de texte en branle, enfin, avec ce texte sur l'adolescence. Ah mais aussi. tout simplement, ça balance. Vous voyez, quand moi je vois Solange, vous voyez, ici, on a clairement un texte métronome. À tout moment, on a la branle de Montaigne qui s'incarne finalement là, dans le métronome. C'est-à-dire qu'on a un texte qui nous dit tic-tac, et finalement à la fin, qu'est-ce qu'elle est, notre narratrice quasi omnisciente, même si elle est là en train de témoigner, qu'est-ce qu'elle est? Elle est cuite, vous voyez. C'est l'apothéose. Monsieur Babidi. Mais oui, encore une fois, je suis d'accord. C'est la pulsation du cœur qui... Encore une fois, je suis monsieur avec Dufaré, je suis d'accord avec monsieur Dufaré sur 2 points. Vous êtes monsieur Dufaré, je pense que c'est très intéressant, cette pensée qui vient d'être formulée. Les genres s'échangent parce que qui vous dit que nous sommes des hommes déjà? Non mais ça c'est Et si nous étions des Playmobil, monsieur l'influence des textes, nous étions des Playmobil. C'est l'influence des textes. Mais le texte, le jeu était Playmobil. Le jeu était toi, le jeu était moi. Monsieur Mialisa, est-ce que ça vous dérange? Ce sera la dernière pensée, ensuite nous passerons la parole à ceux qui nous écoutent sagement. Est-ce que je peux faire mon analyse? Oui, faites votre analyse, oui. Ce tic-tac, il est aussi lié à la taille, puisqu'on passe des petites pinces fermées au verre grand comme un jacuzzi, déjà. Ah, alors Madame de Renan vient d'entrer dans le studio. Non, attendez, je termine avant que votre maîtresse prenne la parole. Là, c'est un anti-Alice et c'est très intéressant. Et surtout, vous disiez... Ne soyez pas indélicat, sa maîtresse, nous ne le savons pas. Il n'a pas cessé de le dire aux autres émissions. Alors, vous disiez elle est cuite. Mais le texte s'ouvre sur sa mère avait fait du chapon. Elle aurait pu faire de la dinde ou de la poule, mais elle fait du chapon. Oui, bah... Et c'est quoi la caractéristique du chapon? Madame de Renan vient de nous rejoindre. Non. Le chapon, c'est ce qu'on mange à Noël. Dans les familles un peu riches, un peu bourgeoises, on préfère acheter du chapon que de la dinde, et du coup, là, ils ont de l'argent, mais ils mangent du chapon. C'est un effet de réel. Voilà, c'est un chapon. Mais tout est effet de réel pour vous. Oui, c'est très documenté, les Playmobil. Vous savez, c'est ces petits jouets avec lesquels les enfants s'amusent. Elle est allée se documenter quand même. Et donc si c'est effet de réel, ça veut dire que le Noël chez Jessie était vraiment à des galaxies d'ici? C'est ça que vous voulez nous dire? Oui, enfin là j'ai pas compris vous n'avez pas compris ça. Voilà, alors restez sur le côté, Erika, s'il vous plaît. Quelqu'un a d'autres pensées? Le public. Oui, oui. Pardon. Après la parole s'échauffe, c'est normal. Mais c'est les sens qui sont là. Les nains patineurs. Les nains, la double présence du nain. Oui. Je veux dire, on est quand même sur les frics. Oui. Ouais, là, c'est les frics de la littérature. Oui. On veut mettre le nain en avant. Il y a le nain, il y a les patineurs qui sont quasi des nains. Il y a les Playmobil, c'est des nains aussi. Il y a le nain qui est dans l'assiette qui traînait par terre. Alain, c'est quoi l'obsession? Alain, ne t'égare pas dans la monstruosité. J'aimerais revenir sur ce que disait Monsieur Mialisa. On arrête parce qu'on a passé trop de temps sur Marie Dariussec. Mais c'est fascinant. Comme je disais, là ça met les textes en branle. Alain, c'est sans fond. Alain, non mais Judith Butler, oui, un trauma, mais elle nous a traumatisés. Mais revenons à Mialisa qui disait Judith Butler, oui, je dis oui. Moi, s'il vous plaît. Réalisation de Judith Butler ici. Mais en substance, que dit Judith Butler? Elle dit un matin je me lève homme, le lendemain je me réveille femme. C'est ce qu'elle dit. Et ici, on a le Playmobil qui est la réalisation de ça. Finalement, le Playmobil est la réalisation de la théorie du genre. Et c'est ça ce que nous apprend le texte. Ce que nous apprend le texte, c'est que c'est dans le fétiche, et là c'est là que nous revenons à Beauvoir, etc. Voilà, c'est dans le fétiche que se réalise cette espèce d'interchangeabilité, la promesse de la modernité. Et c'est le déjouement par le rejouement. Bien sûr. Alors, les interventions du public. Oui. Madame, présentez-vous. Viviane Savage.
Le nom de famille, on s'en fiche. Ça va. Oui, allez-y, mais très bien. Si, très parce bien. que j'écris ma thèse sur toutes ces écrivaines qui osent... Francis Huster aussi fait partie de votre corpus? Non, c'est pour ça que je ne l'évoquerai pas. Par contre, je ferai un parallèle avec la précédente autrice que nous avons abordée. Christine Angot, vous cherchez. Christine Angot, exactement. Je trouve qu'on pourrait mettre en exergue l'audace que ces textes font. Autant Christine Angot qui affirme et qui dit le mot règle sans aucun embâge avant qu'on règle la situation avec Alex. Et je pense que cette allusion à la menstruation est bienvenue, surtout quand on la lit avec Le jardin était noir, où là on voit... Ah oui, magnifique. Oui, magnifique. où là on assume la pilosité. Et là, Erika, je suis désolée, mais je finirai. Oui. Et la maison dans des un parents paysage de romantique Rose. ici, oui. Oui, c'est ça, les parents de Rose, où là on découvre clairement le sexe féminin. C'est et donc magnifique. l'audace de ces deux autrices Pour moi, c'est est consumériste. vraiment à mettre en avant. Bah, merci beaucoup. Excellent. Non, Très belle intervention romantique. Oui. Bravo. Mais c'est consumériste comme analyse, messieurs. C'est consumériste. Hier, comme vous le savez, Apple a mis à jour son Apple Watch. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'Apple Watch? Il y a le cycle menstruel. Vous voyez, le cycle menstruel, c'est devenu un argument commercial. C'est plus de la littérature. On peut plus s'en saisir comme ça. Très bien. Alors, je remercie beaucoup les femmes qui ont participé à la réalisation du clip vocal que nous allons écouter maintenant. Tiré d'un essai de Mimimati et Michel Bernier, c'est fort les filles. Un texte sur les violences faites aux femmes qui date des années 90, absolument édifiant. Et je voudrais qu'on se recueille tous en écoutant ce texte. C'est fort les filles. Harcèlement sexuel. Si votre patron trouve que vous êtes bien roulé, il a raison. S'il vous le dit, il n'a pas tort. Mais s'il vous touche alors que vous n'êtes pas d'accord, c'est un salaud. Et il mérite une punition. Demandez à Ghislaine, la moche et con qui bosse aux factures, de harceler de ses avances répétées le patron en question. Ghislaine, qui a déjà dépensé une fortune en dossiers dans toutes les agences matrimoniales du coin, sautera sur l'occasion. Votre patron, épuisé par les avances de Ghislaine, ne pensera plus à vous. Et si elle réussit à l'amener jusqu'à la dépression, il donnera sa démission et vous serez peinarde. Le jour de son départ, permettez-vous un bon coup de pied dans les couilles, vous ne risquez plus rien. Le viol, cette saloperie. D'abord, ne criez pas au viol, mais au feu. C'est dans ce seul et unique cas que les gens viennent au secours de leur prochain. Ensuite, pendant le viol, en même temps que vous lui crachez à la gueule, que vous lui arrachez les yeux avec les dents, volez-lui son portefeuille pour avoir son adresse, et ne faites plus rien. Quand l'ordure vous aura laissé en plan, complètement humilié dans le caniveau d'une impasse sordide, n'allez surtout pas chez les flics. Refaites-vous une âme et téléphonez aux copines. Allez toutes chez lui, armées de tout ce que vous pourrez, surtout des ciseaux et des objets qui coupent, et bien sûr, une cagoule sur la tête. Enfoncez sa porte, l'effet de surprise jouant en votre faveur, jetez-vous toutes sur lui et coupez-lui les couilles. Ne sachant pas qui vous êtes, il ne pourra pas porter plainte et à l'hosto, il dira qu'il s'est fait ça en nettoyant les ciseaux. Car n'oubliez pas, ce qui excite toutes ces pourritures, c'est l'interdit. S'il insiste, mettez-lui un grand coup de pied dans les couilles et courez chez Carole Bouquet. C'est un salaud. Et coupez-lui les couilles. Mettez-lui un grand coup de pied dans les Permettez-vous un bon coup de pied dans les couilles, vous ne risquez plus rien. Petit commentaire sur ce magnifique pamphlet de Mimimati, Michel Excellent. Bernier Ah, je suis et soufflé. Isabelle de Botton Soufflé. aussi qu'on oublie. Soufflé, monsieur Merida. J'aurais aimé tout de même qu'on l'étudie dans le cadre d'une émission, parce que tout de même, cette phrase, ne criez pas au viol, mais au feu. Alors ça, là, on est dans de la grande littérature et j'ose le dire. Bien, mais on a encore beaucoup de, j'allais dire du pain sur la planche, mais bon, la métaphore de la planche à pain est quand même malvenue. Nous allons passer à une grande écrivaine macroniste, mais vous allez voir qu'elle n'est pas si dans le système que ça. Marlène Schiappa, que nous allons étudier maintenant. Je suis une féministe en carton. Dès qu'il y a un mec, je fonds. J'ai plus de principe, plus d'estime. J'accepte tout, je dis oui. Encre halogène. Marlène Schiappa, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, beaucoup de pamphlets, La culture du viol, mais aussi Lettres à mon utérus, Pourquoi les femmes se font toujours avoir. Et là, c'était son premier roman. Les lendemains avaient un goût de miel.
Magnifique titre, hein, vous en apprécierez la saveur. Eh bien, c'est l'histoire, je ne sais pas si c'est utile de résumer l'histoire, d'une certaine Justine qui se rend à Milan et ce sont beaucoup de dialogues qui sont totalement... Est-ce qu'il y a une lune de miel dans cette histoire? Ah, vous allons le voir. Magnifique texte de Marlène Schiappa, c'est parti, entrons dans l'univers de Marlène Schiappa. Domani avevi un sapone di miele. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le lendemain avait un goût de miel. Comment tu peux rêver en italien alors que tu ne parles pas cette langue? Mais pourquoi elle vient dans mon rêve me dire cette phrase? Demandai-je à Lorenzo, comme s'il en savait quelque chose, tout en ignorant la question cartésienne de ma sœur. Je ne veux pas m'immiscer dans votre conversation. Je crois que vos deux sœurs ont très envie de vous donner des conseils précieux. Oui, enfin, on a surtout des questions à poser. Moi, en tant que lesbienne, je me demande pourquoi tu ne vois plus le mec qui t'avait emmené à l'expo. Là. Jean-Marc? Hein, mais c'est horrible. Il s'appelle Jean-Marc. Mais c'est parce qu'il s'appelle Jean-Marc. Comme papa. Je peux pas sortir avec un homme qui a le même prénom que mon père, c'est dégueulasse. Il va trouver un surnom comme quand Emma appelait du Yakité, Diak. Avant qu'elle ne devienne lesbienne, comme elle nous rappelle tous les deux phrases. Berk, le surnom. J'aimerais préciser qu'on ne devient pas lesbienne, on se révèle, c'est tout. Laisse tomber, au resto il a commandé la salade pour elle n'a pas apprécié. Mais pourquoi? Bah non, le truc c'est que j'ai apprécié, mais il a vu que j'appréciais. Et il m'a dit, bah, t'as 33 ans, et jamais mec t'as commandé ton plat au resto? Mais en fait non. Avec Charles, je commandais toujours. Bah ça m'a vexé, mais qu'il le fasse remarquer quoi. Et Seb, le beau mec là, qui travaille avec Sibyl et qui était à son anniversaire? Ah oui, non, je suis parti avant la fin du verre. Il s'est fait recoller les oreilles quand il était petit. Et ben ça se voit, il a des cicatrices quand on observe derrière le crâne. Et alors? Ben ça me bloque. C'est quoi qui te bloque pas exactement? Oui, parce que si on récapitule, JB, ça n'allait pas car tu trouvais qu'il avait une grosse voiture. Chris n'était pas encore divorcé, donc c'était immoral. Le grand brun du réveillon, soi-disant, avait des implants et se faisait blanchir les dents, ce qui semblait être paisible du rétablissement de la peine de mort. Quant au frère de mon mec, tu l'as supprimé de tes amis Facebook après qu'il a posté une vidéo de Cartman. Mais j'aime pas Cartman. J'ai pas le droit quand même. Elle préfère Julien Clerc. N'importe quoi, mais des vrais morceaux au moins. La symphonie du Nouveau Monde de Dvorak par exemple. Et ben pour Noël, on va lui offrir des places pour Star 80. Tu dire du mec qu'elle a viré parce que son nom de famille ne se mariait pas bien avec son prénom. Non mais les filles, je m'appelle Justine. Le type s'appelle Amaury le Juste. Mais si on s'était mariés, je me serais appelée Justine le Juste. C'est juste pas possible. Tu es au courant que tu peux sortir avec un homme sans l'épouser? Mais quel intérêt de sortir avec quelqu'un si ce n'est pas pour l'épouser? La vérité, c'est que je sais plus où j'en suis. Vous vous sentez seul? Pas du tout. Mais mon four encastré est cassé et je sais pas comment le réparer sans un homme. Mais vous n'écrivez pas un blog féministe, vous! Et justement, je suis experte en féminisme. Pas en bricolage. C'est bien pour ça que j'ai besoin d'un mec pour réparer mon four. Lorenzo me regarde et, sans vouloir être paranoïaque, ou alors c'est que je suis mal réveillé, jurerais qu'il prend des notes. Un chef-d'œuvre. Oh. Non, une purge. Monsieur Dufare. Non, une purge. Il y a un moment, il faut dire les mots, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et Mais encore une fois, je suis d'accord, monsieur Dufare. voilà, c'est politique, c'est politique. Mais c'est politique, c'est mauvais, c'est mauvais. Non mais on est là pour encenser les textes. Non. Ça Tu as c'était vécu un peut-être attentat- à l'époque où vous aviez toutes les reines, je ne sais par quel producteur. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut, monsieur. Et là, c'est une purge. Moi je vous trouve un peu dur. C'est peut-être Ah une oui. purge, c'est peut-être une purge sur un point de vue littéraire, mais je trouve que d'un point de vue philosophique, il y a une très très belle réflexion. Moi qui suis un peu expert de Platon, avec une réflexion sur l'onomastique. Attention sur les terrains platoniciens, monsieur. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose, il n'y a pas une réflexion sur le cratinisme là, avec tous ces jeux. C'est pas possible avec Jean-Marc, c'est le nom de ton père, donc un prénom composé pour le nom du père, peut-être une réflexion sur le double père. Et peut-être avec Justine le Juste. Il y a une naissance du signifié là pour vous là? Justine le Juste. Il y a du signifiant, du Il y a du signifiant. Il y a du signe. Oui, il y a une question sur la justice. Il y a du signifieux, oui, si vous voulez. Il y a du juste. Excusez-moi. Il y a une question de l'injustice en tout cas. Une T'as façon pris de ton traiter la hélico, toi, d'où justice. tu sors? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je viens d'arriver Monsieur par la porte. Silas. S'il vous plaît, je voulais juste faire une petite référence. Vous étiez pas à Athènes, vous là? Je viens d'arriver juste pour parler du texte, pour une référence Vous arrivez d'Athènes, là, il y a 2 ans. au texte de Francis Weber, Le dîner de con. Juste le blanc. Justine le Juste. Juste son prénom. Voilà. Ici, c'est juste le Non, nom. c'est juste.
Juste ça à dire. Donc vous renchérissez. Ok, je m'en vais, ok, j'ai dit ça. J'ai payé 3000 € pour venir ici. Ok, j'ai Non dit mais ça. c'est grandiose, vous nous avez versé un fétiche. Très bien, je m'en vais. Bonsoir messieurs, Merci, bonsoir merci. mesdames surtout. Ok, bonne soirée. Merci. Belle intervention de monsieur Simnos. Hein. Un point, comme on dit. Oui. Je vois une autre référence, peut-être que le dîner de con, effectivement, c'est une référence populaire, donc à ce titre, nous devons l'admettre comme Il référence. fallait mais- lui faire venir d'Athènes pour dire ça quand même. Hein. Oui, tout de même. Mais moi, je vois davantage les lettres persanes. Les lettres persanes. Ah. On est ailleurs, on est dans un ailleurs. Ici, bon, l'Italie. Certes, c'est pas la Turquie, mais on est en Italie. Et c'est là que le texte prend tout son sens. On est sur une réflexion sur le marché matrimonial. Regardez comme marche le marché matrimonial. Mais en là c'est France, un anti-sérail, depuis là l'Italie. c'est un panoptique de la femme. Mais qu'on a là. je vous parle pas de Racine. Je vous parle vraiment des lettres persanes. Donc c'est un contenu qui est, Oui, mais qui il y est a le distancié, contexte qui est turc. ironique. C'est là qu'il y a toute la beauté d'une écriture féminine. Cette espèce de distance qui est prise avec les us et coutumes du marché Mais Gilles, matrimonial. Gilles. Mais Oui, quelle, pardon. quelle Oui, distance, pardon. quelle Pardon. distance. Gilles, Oui. tout de même, écrire ça. Pas du tout. Mon four encastré est cassé. Bon. Et je ne sais pas comment le réparer sans un homme. Vous sautez sur la meilleure. Moi là vraiment je bondis. Pourquoi vous avez des actions chez Darty? Mais non, mais je veux dire, on écrit une phrase comme celle-ci. Et à ce moment-là, moi, ce qui me dérange ici, littérairement, c'est pourquoi le four doit être encastré. Vous voyez, c'est qu'à la limite, quitte à vomir, vomissons. Mais non, On va castrons parler rien. du vomi tout à l'heure. Hein, donc, Oui, bah. Là, regardez son. Encastré, cassé, alors, il y avait cacacaonia. une autre spectatrice qui voulait s'exprimer. Je vais. Bonsoir madame, comment vous avez- appelez-vous? Bonsoir, c'est à nouveau Marlène, fan de Marlène. Ah, pardon, d'ailleurs. vous avez On pas était reconnu. plusieurs dans le public. Déjà, vous trouvez assez dur avec ce texte, hein, franchement. Bon, je ne dirai rien. Merci de ramener du dissensus. Moi, Vous je pouvez dire, Voilà. vous pouvez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Hein. Non, mais Nous sommes là je pour vais parler. regarder Et sur seulement le des cœur, critiques hein. littéraires. Hein. Nous étions plusieurs à évoquer Justine, hein, de Justine Ah et les ben. malheurs de la vertu de Ah Sade. ben tout à évidemment. fait, tout à Les fait. infortunes. Quand même le premier ouvrage du marquis. On sait qui a pourquoi quand vous même les connaissez pour bien ces textes. objectif Oui, de monsieur. récompenser le bien et de punir le mal. Et je ferai référence tout simplement à Justine le Juste. N'y voyez-vous pas là un clin d'œil assez évident tout de Ah même bah oui, je suis complètement d'accord. au marquis de Parce que Sade. j'appuie. C'est un hasard. Tout à fait. Et je pense que c'est une vraie. Pour moi, je ne comprends pas pourquoi vous le qualifiez de purge. Parce que c'est une vraie dénonciation du féminisme ordinaire, Alors, celui qui circule dans les consciences. peut-être que nous C'est une trouvons un femme terrain qui tient d'entente. un blog féministe, Trouvons un terrain d'entente. mais qui fait rejaillir les plus gros Trouvons, clichés. trouvons, Là, elle dénonce trouvons magnifiquement un ça. terrain d'entente. Comme Garcia Lorca. Mais trouvons un terrain d'entente. Finalement. Oui. Vous, ce que vous voyez là, c'est un syncrétisme du féminisme. Oui, totalement. Quand je dis pur, je sais quoi. Ah. C'est ce qu'on mélange. D'accord. Dans un. D'accord. Mais c'est juste que pour moi, c'est expulsé quoi. Qui a parlé de vomi? C'était vous, non? Non, non, moi j'ai parlé de Bien. pur. J'ai parlé de vomi. On va en parler Un tout à l'heure du four vomi. encastré et cassé. Il n'y a pas une syllabe qui revient là, une sorte de paronomase qui. Oh, une allitération légère, mais bon. Hein? Est-ce que ça sent pas l'être là un peu, non? Ça sent la merde. Lorenzo. Pardon. Excusez-moi, En tout cas. j'aimerais revenir sur l'intervention de notre spectatrice sur Justine, les infortunes de la vertu. Effectivement, il y a quelque chose qui ne doit pas nous échapper, c'est que Justine qui se fait prendre tantôt par les moines, tantôt par les badauds, tantôt par les marchands, ainsi de suite. Ici, on est dans l'inverse, dans le dialogue, la femme qui multiplie les expériences. Vous arrêtez pas de les couper, Madame, J'aimerais répondre. Madame. Oui, bonjour, c'est toujours Viviane. Je voulais juste aussi saluer, comme vous l'avez dit justement, cette belle critique féministe qu'en fait révèle le texte, puisqu'on a là déjà le four encastré est pour moi un avant-gardisme du post-féminisme, où elle avoue sa soumission tout en ayant conscience de son féminisme. Mais tout à fait. Moi je trouve que Tout à fait, c'est une tout à belle fait. démarche post-féministe qui s'enclenche depuis les années 2010. C'est ce que je disais tout à l'heure avec cette question d'intériorisation du féminisme et de dénonciation en même temps. C'est ça Oui, qui est voilà. magnifique. Je pense Oui, mais que ça c'est c'est la le plus belle décastrage. C'est qu'elle est en même temps le four encastré et la tarte qui ne demande qu'à sortir. Et- Augustus est prêt pour son duplex. Oui, Augustus Traquenard est en direct dans Boomerang avec Michel Laforge. Michel Laforge qui est un grand intellectuel qui va nous parler des femmes ce soir. Augustus, tu me reçois. Petite pause autour du Boomerang d'Augustus. Bonjour et bienvenue dans Boomerang ce soir. Michel Lafargue, le grand documentaliste, psychanalyste, chercheur, créateur, sculpteur, créateur, pédagogue.
et j'en passe, et des meilleurs. Ce soir, son petit gilet sans manches est posé sur le rebord du studio, sur le rebord de la fenêtre. Il est là pour parler des femmes. Le grand entretien de Michel Lafargue, c'est tout de suite dans Boomerang. Michel Lafargue, bienvenue à vous. Ah oui, ok, bienvenue à vous. Comment allez-vous, Michel? Très mal, mon équilibre physique est atteint et donc mon psychique. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pété ma bagnole en allant amener des bouteilles dans un conteneur. Je me suis aperçu que je me trompais de direction au dernier moment. J'ai braqué et puis je me suis pété un... Pour vous, le féminisme, Michel Lafargue, c'est une chose de ce temps, de ce siècle? C'est une chose préoccupante pour l'artiste que vous êtes? Ah ben moi, en fait, ma vie, c'est... J'ai vécu avec les femmes du MLF en 80, pendant un an. Je connais tout le mouvement féministe bordelais. Les leaders, nous sommes tous des hommes-femmes. Voilà, alors je dis ça, mais ces élèves, ça s'appelle pas, c'est un homme. Je dis, mais oui, t'es bien le fils de ton père à ta mère. T'as une partie de toi-même, une partie de ton père, une partie de ta mère, donc t'es les deux. Ah bon, enfin bref. Voilà, donc c'est oui, non, moi je suis bravo. Michel Lafargue, pensez-vous qu'en chaque homme créateur, en chaque artiste masculin, il y a quelque chose de la femme qui jaillit, qui s'insinue? Écoutez, moi d'abord, je voulais vous dire que l'amour que j'ai pour ma femme, quand j'étais en cette période adolescente, toute puissance, moi je suis tourné dans la poésie depuis que je suis amoureux. Et en fait, j'ai arrêté, je suis sorti de ma puissance corporelle, musculaire masculine, quand j'ai connu cette personne. Donc, mais bon, je m'étais déjà mis, moi, quand je vais visiter à la fac, je m'étais déjà mis un peu en connaissant, recherche de ma créativité, quoi. C'est-à-dire, j'étais plus porté sur la danse, j'ai des étudiants de l'Amérique d'Afrique, on a dansé partout, j'adorais la danse, la musique et tout. Bon. Et puis les profs me demandaient d'aller en tant qu'homme, jouer de la rythmicité féminine, notamment en gym et en danse à Bordeaux, là quand j'étais à Bordeaux. Et j'avais participé à la création de l'association qui s'appelait Dansérance. Magnifique réflexion sur le genre dans Boomerang avec Michel Lafargue. Michel Lafargue, notre Billy Elliot enfariné, notre Billy Elliot bouffi, le teint enfariné, l'œil qu'on dirait tracé d'un crayon noir, mais le regard toujours perçant, comme cette sagesse folle qu'on a toujours ici dans Boomerang. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Déjà de retour dans Boomerang. Michel, quel avenir voyez-vous pour les femmes? Les femmes, dans leurs activités, font des choses en miroir aux hommes, mais c'est quand même l'homme qui impose ces mesures, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut réinventer, il faut que l'homme arrête de se foutre, d'être dans la domination, d'imposer ces normes politiques, éducationnelles et tout cela. Moi, je pense que l'avenir du futur, c'est ce combat pour l'égalité. Et en ce sens, pour conclure, les féministes ont raison. Et si elles continuaient pas leur combat, ça pourrait être renversé. Voilà, parce que avec les conservateurs, les extrémistes, tout ça, ça pourrait très vite fondre un peu comme au Brésil, quoi. Faut faire gaffe. Voilà. Michel Lafargue, les femmes, vous les avez aimées, vous les avez poétisées, vous les avez écrites, mais parfois, elles vous ont procuré des traumas. Oui, complètement. Puisque j'étais menacé de mort par une femme et j'ai pas compris. J'ai vécu une sidération. Elle m'a menacé de mort. Symbolique, comment on dit oui, symboliquement, mais j'ai vraisemblablement, amplifié une problématique que je tenais de mon grand-père qui a été interné. Je suis un petit-fils, je vous avais parlé d'un grand traumatisme psychique de la guerre et ça a réactivé une peur qui m'a dit dans mon grand-père. Mais ouais, elle m'a menacé de mort. Mon corps parlant s'est tu et il m'a dit stop. Et donc j'ai quitté mon corps. Et puis hop, je suis passé à autre chose, j'ai dit j'arrête. Il est toujours là, le teint bronzé, la chemise jaune, les Santiago bien cirés. Michel Lafargue, vous avez plusieurs corps, vous allez quitter le corps de ce studio, vous allez partir sur votre bateau,
rejoindre. Allez-vous-en, Michel, sur de belles vagues. Jacques-Emmanuel, je vous rends l'antenne, merci à vous. Et bienvenue toujours dans Boomerang. Bien, retour sur le plateau d'Ancralogène. Merci Augustus pour ce magnifique duplex de ton boomerang. C'était vraiment un très bon moment, merci. Merci à Michel Laforge d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir apporté un point de vue essentiel. Je résume la pensée de Michel, je cite ces mots. Les féministes ont raison. Les féministes ont raison, c'est ce qu'il nous a appris à travers cette interview magnifique. Bien, c'est maintenant... On a eu du féminisme intériorisé, on a eu du guitry vaguement féministe. On a eu une femme qui dit vaguement non mais qui dit oui. On a eu une femme qui joue encore au Playmobil. Et bien clairement là maintenant, nous allons avoir ce que Yael appelle une jeune fille garnement. Ancralogène. Bien, Melissa Broder, blogueuse féministe américaine, a enfin sorti un ouvrage à mi-chemin entre l'essai, l'autofiction, le roman, je ne sais pas très bien comment le définir, et nous avons eu la chance qu'il soit traduit aux éditions prestigieuses de l'Olivier récemment, au mois de novembre. Un essai magnifique, vous allez voir, où Melissa Broder nous parle sans phare de la féminité. C'est parti. So sad today. Si je tuais ma mère, c'est parce que je t'étais trop fort. Il avait suffi d'à peine 24 heures pour que je me mette à contrôler, à combler mes innombrables vides existentiels avec des trucs matériels. J'essayais d'apaiser la peur métaphysique du... Mais putain, c'est quoi ce bordel? Avec du lait maternel. Il n'y aurait jamais assez de lait. Une mamelle, c'est trop. Et 1000, c'est trop peu. Ce que je cherchais en réalité, c'était une mamelle cosmique. On m'a mise au biberon. À force de téter, j'ai fini par me retrouver avec un poids anormalement élevé pour ma taille. L'un de mes nourritures secrètes préférées, c'était moi-même. Dans une vaine tentative d'apaiser ma faim existentielle, j'ai commencé à consommer des éléments tirés de mon propre corps. Je mangeais mes ongles, y compris ceux de mes orteils. J'aimais les couper d'un coup de canine et les garder dans ma bouche, m'amuser à faire passer ces délicieuses demi-lunes riches en calcium entre mes dents, jusqu'à en faire saigner mes gencives. J'ai tenté de déguster mon propre cérumen. Mais apprécier le cérumen n'est pas inné. Plus tard, je suis devenue amatrice de sécrétions vaginales. Leur variété est proprement ahurissante. Le vagin a toujours quelque chose de neuf à faire macérer. Mais ce que je préférais, c'était mettre les doigts dans le nez et manger ce qui se trouvait. À l'école, pendant l'heure du compte, je plaçais ma main gauche en écran devant mon nez pour pouvoir me gratifier d'un petit plaisir en toute discrétion. Et vous, les parents, si votre fille se mange elle-même, laissez-la faire. Laissez votre fille manger toute sa merde, puis se rechier hors d'elle-même. Laissez-la bouffer tout ça. Mon fétichisme, c'est le vomi. Pas le vomi en soi, mais l'acte de vomir. Vomir, c'est sexy. C'est un acte primitif, involontaire, un peu comme l'éjaculation. Il s'accompagne de bruits de gorge et de grime manicale. C'est quelque chose de dégueu, mais c'est quelque chose de... Personnellement, je n'aime pas vomir tant que ça. Mais je veux voir des gens vomir. Ou plutôt, je veux être quelqu'un qui vomit, sans que ce quelqu'un soit moi. Je veux faire ça dans ma tête. Surtout. Mon premier orgasme, je l'ai eu à 10 ans, en me frottant un George Jetson en peluche grandeur nature, tandis que j'écoutais sur mon Walkman quelqu'un en train de vomir. C'était moi qui faisais semblant, je m'étais enregistré. Je me fantasmais sous les traits de Kimberley, une jolie et populaire gymnaste. J'imaginais que Kimberley, moi, traversait en courant le hall de l'école. Elle atteignait les toilettes à temps et vomissait un peu partout, devant tout le monde. Ça m'excitait. Même déchaînée, même dégoûtante,
elle serait acceptée sans condition. Moi aussi, je voulais vivre ça. Alors j'ai chevauché George Edson. Et je me suis imaginée en train de vomir sous les traits de Kimberley. J'imaginais aussi que j'étais une fille aidant Kimberley à vomir. Puis un miracle s'est produit. De mon vagin jusqu'à mes jambes, j'ai été propulsée, d'un coup, en dehors de l'espace-temps. J'ai raccommodé Georges, il perdait sa bourre, et j'ai rejoint ma famille en bas pour dîner. J'allais me procurer ce sentiment pour l'éternité. Mélissa Broder, peluche, vomi, ongles, sécrétion vaginale. Vous pouvez continuer de dire des noms communs comme ça. Enfin voilà. Vas-y, à l'appel, hein. Je fais comme Augustus, mon camarade de Boomerang. Je dis des mots comme ça. C'est une forme de transfiguration du banal. Et puis c'est sincère. Peut-on revenir au texte? Une pâle copie d'Artaud. Moi je trouve. Autant. Alors non, autant... là il y a une pâle copie d'Artaud, là c'est clair et net. Je pensais plutôt. C'est le caca. Comme disait Artaud, là on est là-dedans. Mais sans que ce soit l'esprit d'Artaud, le vagabond qu'il était. J'ai été souvent d'accord avec vous ce soir, monsieur Dufaret. Vous n'êtes pas d'accord là? Là, je trouve que ce texte a un souffle. Réduisez le texte. Ah, il a un souffle. Un souffle gastrique peut-être, mais un souffle. Il a un souffle léger. Non, vraiment, je trouve qu'il a de l'intérêt. Il me rappelle un petit peu, monsieur Mirliza, vous allez me rappeler le nom. Vous savez ce texte sur la pornographie animale que vous avez Oui, tout à fait, de monsieur Eric, je ne sais plus son nom. Oui, mais c'était une belle découverte. Je crois que monsieur Duquesne avait fort apprécié ce texte. Grand texte. Et je retrouve un peu le même souffle. Ça sera aux annales. Je ne sais pas pourquoi, mais on commence par une référence à Xavier Dolan, bien senti. Si je tuais ma mère. Hein, donc, c'est pas le seul. Il n'y a pas que Xavier Dolan, vous voulez dire? Ouais. Écoutez, ce texte a été écrit en 2018. Mélissa Broder a les références. Le syndrome d'Electre. Enfin. Oui, d'accord. Encore une fois, je sens qu'autour de cette table ce soir, que ce soit monsieur Mirliza ou d'autres, on est en train de vomir la culture populaire et ça me dérange. Ça me dérange. Alors que la pop culture irrigue ce corpus. J'espère que vous ne m'incluez pas dans ce groupe. Non, pas du tout, monsieur. Pas du tout, Gilles. J'espère que je suis pas inclus dans ce groupe non plus. Vous allez arrêter d'être là pour créer des polémiques, monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes l'un des plus derniers arrivants. Il est polémiste. Il l'a toujours dit, il est polémiste. Il aime en faire des affaires, des caisses, des histoires. Bien. Je voudrais qu'on revienne sur plein de choses, quand même, monsieur. Oui, enfin, moi, comparé au texte précédent, je suis assez satisfait de cette lecture. Oui. Et passage par passage, je suis forcé de dire que je m'accommode totalement du texte, que je suis cette espèce d'initiation à la sexualité avec beaucoup d'intérêt, et que j'y retrouve quelque part mes propres expériences. Enfin, n'allons pas imaginer que... Vous aussi ? N'allons pas imaginer qu'il y a là une strictomologie, mais dans cette espèce de tâtonnement sur la matière, finalement, en termes de féminisme, je pense qu'on a... Qui a eu un orgasme à 10 ans ici ? Je pense qu'on atteint... Je le dis honnêtement. Monsieur Dufaret. Personne. Qu'est-ce qui vous arrive ? Personne. Ça me rend dingue ces textes, moi, vous savez. Monsieur Mirliza, s'il vous plaît, intervenez. Oui, là, c'est un perçu. Oui, mais justement, moi, là, c'est pour ça que je le crie haut et fort. C'est du fantasme de vieux qu'on a ici. Alain, je crois pas. C'est absolument pas autobiographique. Ça se fait passer pour l'autobiographie. Artaud, lui, disait les choses comme il les voyait. Mais quand ça se voit par l'ombilical, monsieur. L'ombilical, il était là. Là, il n'y a pas d'ombilical. Là, c'est totalement... Il n'y a plus la mer, il n'y a plus rien. Il y a juste de la merde, du vomi, des sécrétions, de Georges, je ne sais quoi, cette peluche-là. Non, mais sans déconner. J'ai une lecture à proposer à partir de Retour aux sources. Manon des sources. C'est encore plus loin que ça, monsieur Babidi. Je pense qu'en fait, là, on est comme dans une espèce de banquet socratique inverse. Où on n'aurait plus un vin, pas du vin ingéré, mais du vomi digéré, puis dégueulé. Et en fait, cette substance, donc le vin, qui aidait à atteindre le banquet symptotique, hein, comme on dit en grec, symposion, pour atteindre cet état d'ivresse totale qui n'est pas l'ivresse incontrôlable, etc., mais plutôt l'ataraxie. C'est l'ataraxie. l'ataraxie qui est décrite ici, je suis et d'accord. on a une ataraxie, et à la fin, une petite catabase, voilà, qui permet de revenir, l'âme à voyager dans ses délires, et elle revient dans son corps. Et à la place Pensez du qu'elle a vin, vu la voûte des idées là, sincèrement ? je pense que oui, ouais. Quelque part, ouais. Et elle essaie de nous faire croire que non, mais en fait, oui.
et le vomi a bien servi de substitut au vin. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que dit mon cher collègue Renard. Ici, il y a une dimension métaphysique dans ce texte. Et je pense que le métatexte de Mélissa Broder ici, dans So Sad Today, c'est la métaphysique des tubes. Ici, Oui, d'Amélie Nothomb. Exactement. Oui. Grand texte. Mais grande écrivaine. Grande écrivaine. Mais j'appuie complètement. Que nous n'avons jamais abordé, mais ça viendra. J'appuie complètement cette appréciation. Pour moi, un des moments clés du texte se trouve au début. Tout de même, quand on parle de mamelle cosmique. Et bien sûr. Au moment de la mamelle cosmique, là, on est dans la métaphysique. Complètement. Complètement. Monsieur vient, peut-être que... Bah écoutez, je vous rejoins dans le sens où on a quelque chose de très kerouac. C'est peut-être l'expérience quotidienne et immédiate du plaisir. Oui, c'est écrit sur du PQ, c'est ce que Mais vous c'est dites. aussi une expérience de la limite. Oui, peut-être. Mais c'est aussi une expérience de la limite. On a quelque chose de, à la Hervé Guibert, la Kuntamsun, un truc qui approche aux limites du corps, aux limites de la corporalité. L'histoire des règles ingurgitées, ça m'intéresse beaucoup. Parce que à quoi sont associées les règles traditionnellement ? À l'impureté, hein, à ce qui n'est pas fertile, à ce qui n'est pas nourricier. D'accord ? Aristote, comment il définit les règles ? Vous qui savez tout, monsieur Babidi ? Du sperme sans âme. Voilà comment il définit les règles, Aristote. Du sperme sans âme, vous pouvez vérifier. Les menstrues sont du sperme sans âme. Je vérifierai. Généalogie des animaux, monsieur. Je vérifierai. Je cite dans le texte. J'ai révisé. Pas en grec. Je pense être au milieu, si vous voulez. Du gay. On est dans la pensée du neutre ce soir. Pour moi, je pense que ici, le vagin se fait estomac, en fait. Et donc, vous avez tous les deux raison. Alors, c'est-à-dire que le vagin est donc nous serons en phase avec le mythe indien du vagina dentata, du vagin à dents, le vagin qui mange avec ses dents. Attention, c'est un texte Oui, mais alors, de qu'est-ce que vous déconstruction. faites des patronymes? Les patronymes, mais c'est l'univers culturel. Non, non, c'est pas juste ça. Parce que les patronymes sont des patrons. Ça n'a pas d'intérêt. Pas du tout. Ça n'a pas d'intérêt. Ah si, ah si. Les patronymes sont des patrons. Pourquoi George Jetson Pourquoi George Jetson Des carcans même. Déjà, pourquoi? Qui appelle C'est qui George Jetson? Et pourquoi devrait-on Moi je penser un nom? Alors attendez, je vais rechercher la note dans le livre. Non, mais George attendez, Jetson. non, mais quel genre de peluche grandeur nature? C'est-à-dire qu'elle. C'est un personnage de dessin animé. Non, hein, mais George c'est une Jetson. importance. Il y a une note en bas de page, faut que je la retrouve, excusez-moi. Est-ce que c'est un truc animal, un homme? Ah, je vais chercher sur internet. je ne trouve pas la- Allez-y là. Mais ce texte est abscon. Non, mais George Jetson et après Non, il y a quand Kimberley. même beaucoup de portes. Kimberley, une Ah jolie voilà. pop- Ah il est très beau, George Jetson. Ah, mais c'est la sûr. famille Pierre à Feu, non? C'est pas ça? Il est beau, hein, George Jetson. Ah hein. non, mais je vois ce que c'est. C'est pas Non, mais Scooby-Doo. c'est encore plus Scooby-Doo. affreux. Ça veut dire que moi je la voyais là, avoir son premier orgasme sur un nounours à 10 ans, quelque chose d'un peu enfant. Mais non. Là Non, c'est non, non. Non mais vraiment, il y a deux énigmes pour moi qu'il faut absolument qu'on résoudre aujourd'hui. Qu'on résolve, surtout. Oh, écoute. Oh, mais mire, Lisa, vous Le français faites de Molière. C'est on est votre chez- travail c'est vrai, c'est Voilà. votre travail. C'est pas parce C'est qu'on un a une femme qui passeur. s'appelle Mélissa qu'on doit pas Et c'est parler pas parce qu'on normalement. est Hein italien ou je ne sais quoi qu'on a... Bien, et André Jean. Allez-y, Babidi, je vous écoute. Bon, je vais pas faire de remarques. Deux sur l'Italie. énigmes. Deux Non, énigmes. allez-y sur Deux George. énigmes de Babidi. Deux énigmes de énigmes. plus. Deux énigmes. Deux énigmes. Moi, j'aimerais qu'on revienne tout de même sur cette première phrase. Mais apprécier le cérumen n'est pas inné. Et cette deuxième, il perdait sa bourre. Là, on a des choses d'un prosaïsme. Les plumes du nounours. Non, non, mais là je suis totalement d'accord avec vous. On a cette foutue peluche, après s'être tapé un orgasme incroyable face à cette peluche. Là, on a cette peluche qui débande. Elle perd sa Littéralement, bourre. elle perd sa bourre. Mais vous sombrez dans la pornographie. Mais c'est ça ce texte. Vous sombrez dans la C'est un pornographie. texte pornographe. Mais Pas je du suis tout. d'accord, et je suis Pas du d'accord, et tout. j'aimerais appuyer ça avec la réflexion que Duquesne avait fait sur le va-et-vient. Vous pouvez redire ce que vous C'est le porno d'internet, ça. Attends, de vous la l'avez littérature. dans Non, non, là maintenant, là Moi maintenant. je n'écoutais plus à un moment Vous avez donné. dit quelque chose sur le va-et-vient. Ici, on est dans la consommation à la fois sexuelle et va-et-vient. alimentaire, une consommation, oscillation entre le vide et le plein. Oui. Non, parce que quand vous avez dit va-et-vient, moi ça m'avait pensé vraiment aux scènes de Gainsbourg, sexe à d'Orange qui- Mécanique tout à fait. avec le comme ils disent, L'artefact. le in and out, La cinquième le good old in and out, vous savez, et on est là-dedans, mais je pense qu'on est dans Le viol de la l'ultra-violence. bourgeoise, c'est ça que vous parlez? Non, pas le viol de la bourgeoise. Le viol. de Vous qui savez, tu quand sais il ramasse ces deux
d'espèces là devant une espèce de guinguette là où on achète des sucettes et il les ramène dans son appartement et. Mais on ne parle pas du même film. Ça vous dirait. Ah oui, tout à fait. Voilà, Vous avez raison. J'emploie ce terme, ça me faisait penser au va-et-vient. Voilà, ça me faisait penser après l'ultra-violence et moi je trouve ce texte très violent, d'où le viol et en fait je cherche à vous rejoindre. Mais je comprends. Mais c'est violent, mais c'est gratuit. Mais c'est de la Et provocation. comme l'ultra-violence. Mais Et c'est ce que cherche à Je montrer vous le dis Kubrick. depuis le départ. Mais ce n'est là qu'un texte chargé d'une réaction. Ce qu'on cherche à produire, c'est une réaction du lecteur. Et vous êtes tombé en plein dans le piège. Et pas vous. En plein dans le piège. Et pas vous. Non. Mais comme on dit en italien, lo che vogliamo è un sapore di sapone. Et là, cette partie sur les ongles, moi je ne comprends pas. Mais c'est parce que vous tombez Les dans le demi-lunes. piège. Les demi-lunes. Oui, mais les demi-lunes. Mais ça c'est le rêve américain aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une référence mythologique? Avec elle. La femme comme lune. Évidemment. Quelque chose qui nous ramène finalement à une boucle. Au Pensez premier que c'est les texte. Célènes qu'on voit là? Oui, enfin la femme Ça comme peut lune. être Et un quatre. couteau italien aussi. Une demi-hécate. La mezzaluna. Alors, je ne sais pas. Couteau Bien, italien. sur ces belles paroles, monsieur. Mais pourquoi vous prenez... C'est quoi cette caricature de notre intervenant que vous faites là? Beaucoup de procès me Vous avez sont besoin de faits ce vacances soir, Vous avez besoin de vacances? Vous êtes Oui. soutenu par le syndicat, Mère Lisa. Bien, je crois que nous avons fait une belle traversée avec tous ces textes. Un va-et-vient. Un beau va-et-vient. S'il vous Nous plaît. avons montré. Cessez de me Alors, citer. en 2-3 mots et après on arrête là. Qu'est-ce que ces textes ont apporté ou auraient pu apporter puisqu'ils sont restés dans l'ombre au débat? Bien, je crois que c'est une réponse Éloquent. tout à fait éloquente. Merci à nos très nombreux spectateurs, spectatrices, auditrices, auditeurs. Merci à vous. Pour la fin de la saison, nous ne savons pas encore, mais il y aura une émission consacrée un peu aux vacances, à la mer. Hors les Et murs. peut-être à Fort Boyard, qui sait. Merci à vous et merci d'être là depuis la première jusqu'à cette 30e. Une émission produite par Alain Dufaret. Présentée par Jacques-Emmanuel Mirlisa. Elle parle vérité. 30e anniversaire. Encre halogène.